je m'arrête un poste de travail, je commence à discuter avec l'opérateur. L'opérateur est devenu tout blanc, tout juste qu'il n'est pas tombé en... Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude qu'un directeur allait descendre dans l'atelier pour parler aux opérateurs. Plus il y a des relais de communication, plus on est lent. Et aujourd'hui, l'entreprise qui va gagner, ce n'est pas la grosse entreprise, mais c'est l'entreprise réactive, c'est celle qui ira plus vite que le concurrent. Un bon ouvrier, c'est quoi? Ou une bonne dame au guichet dans une banque? C'est quelqu'un qui prend des décisions. Mais comme la structure est payée pour prendre des décisions, elle interdit à l'ouvrier ou à la dame au guichet de prendre des décisions. Arrivé le soir, toujours pointé, que quand M. Zobris est arrivé, l'anecdote, c'est plus de pointeuse. L'homme est bon, il dit, il sait qu'il a un travail de telle heure à telle heure, on arrive à l'heure, on part à l'heure, il n'y a plus de pointeuse. Et je découvre quoi? C'est qu'avant, les gens étaient à 6h moins 20 pour 6 heures devant la pointeuse. Et là, ils étaient à 6h moins 20 sur leur machine. Où ils discutaient entre eux, mais ils préparaient le travail. Parfois, ils restaient jusqu'à 6h15 pour remplir la benne, parce que c'était logique de finir la benne. C'est-à-dire j'ai créé une déconnexion par rapport au temps, pour après expliquer aux gens qu'ils étaient payés par le client, qu'ils n'étaient pas payés pour faire un temps, mais qu'ils étaient payés pour chercher l'amour d'un client. Avant, on avait un chef, on avait 2 régleurs par équipe, que maintenant, il n'y en a plus de tout ça. Il y a un leader, et nous, on est propre chef, on est régleur, on est contrôleur, tout ça. Qu'avant, on n'était pas. Et ça a supprimé des personnes qui ont été dans d'autres postes, mais ça a été une autre logistique de travail. Dans une société, il y a des non-productifs et des productifs. Des productifs, il en faut plus, des non-productifs, il en faut moins. Et c'est ce qui s'est quand même passé ici. On a quand même, les gens qui étaient régleurs avant, ils sont partis dans d'autres postes. Ils n'ont pas été virés. Que dans les autres sociétés que je connais, la hiérarchie là, c'est toujours l'ancienne. Et c'est ça qui tue les sociétés. Ça nous a dégagé aujourd'hui de la puissance supplémentaire pour nous occuper du moyen et du long terme. C'est-à-dire, c'est vrai que nos managers de mini-usines ont plutôt la tête dans le guidon dans le quotidien, mais tous ces supports qui n'avaient que des travails de doublons par rapport à ces managers, eux, ils s'occupent du futur et du moyen terme, et ça nous permet aujourd'hui de progresser. Moi, j'ai pas de diplôme, hein, j'ai qu'un CAP. Aujourd'hui, je suis leader d'un groupe de 30 personnes. À l'extérieur, on appelle ça un chef d'atelier avec des diplômes, bac plus 2, Aujourd'hui, on a su faire une entreprise qu'on a donné, du pouvoir, enfin pas du pouvoir, mais de l'autonomie aux gens, qui fait qu'avec même avec un CAP, on arrive à diriger 30 personnes. On est quand même certifié, donc il y a des choses à faire qui se font, mais qui se font, je dirais, a posteriori. Ça ne vient pas bloquer le système. Voilà. Tout ce qui est administratif est là pour aider et non pas pour contraindre le système. J'ai un collègue qui me pointille un peu trop. Moi, je ne vais pas par 4 chemins, je l'attrape dans un coin, je dis écoute, t'arrêtes ton cirque. Je dis on est là pour bosser, on n'est pas là pour déconner. Je gagne ma vie, j'ai un bon boulot, je me plais dans mon travail, je n'irai pas chercher ailleurs. À Favie, avec les primes d'intéressement et les primes de participation, pour un ouvrier, ça peut aller jusqu'à 15 mois de salaire, voire 16 mois de salaire. Bonjour Chris Connors, vous êtes à la tête de HCL Technologies pour la France et le Benelux. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. HCL Technologies, pour rappeler à nos spectateurs, c'est un groupe indien, aujourd'hui leader mondial des services informatiques, 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2011, 90 000 collaborateurs, une croissance qui est aussi entre 25 et 27% chaque année. Vous représentez aujourd'hui sur ce plateau l'auteur c'est Vinit Nayar, c'est donc le président d'HCL qui a écrit ce bouquin, Les employés d'abord, les clients ensuite, comment renverser les méthodes, les règles du management. Et on va en parler aujourd'hui. Surtout, on n'a vraiment pas l'impression d'être face à un manuel de management. Quel est votre sentiment ? Oui, je crois que vous avez raison. La dernière chose qu'il veut faire, c'est de créer l'idée que HCL a toutes les réponses en fait, parce que ce n'est pas le cas. Ce qu'il a fait, il a construit une série d'expériences au sein d'HCL qui, avec du recul, pareil, qu'ils ont bien fonctionné au sein d'HCL. Mais à l'époque, ce n'était pas clair quels allaient être les résultats. En fait, il a posé 3 questions. Première question, quel est notre business chez HCL? Le réponse, c'est en fait, on essaie de créer de la valeur différenciée pour nos clients. Et au sein de HCL, deuxième question, qui c'est qui crée cette valeur-là, cette valeur? Et c'est clair que c'est les salariés. Et troisième question, si c'est les salariés qui créent la valeur au sein d'HCL, quel est le rôle du management au sein d'HCL? Et ce qui est très clair, le rôle du management, c'est de faciliter la vie des salariés,
de les aider à se responsabiliser, de les libérer, d'être agiles, de prendre des décisions très très vite devant nos clients en fait. Il y a une autre catégorie qui sont des salariés désengagés. Un patron de PME, il me l'a décrit de la manière suivante, il vient pour partir. Quel est le pourcentage de ces salariés en France? 89, non, il y a encore une troisième catégorie. La deuxième catégorie, c'est 61%. Définition de Gallup de cette catégorie, ils sont activement désengagés. Alors on a bien ri, vous comprenez que cette situation, elle n'est pas formidable. Maintenant, je vais poser deux questions, si vous partagez la gravité. Première question, c'est 89% de salariés. Est-ce qu'ils étaient comme ça le premier jour? Vous étiez recrutés. C'est des gens qui hésitent, j'aimerais bien les coordonnées de votre DRH pour demander comment ils recrutent. Normalement, on recrute des gens qui sont enthousiastes, qui veulent faire un très bon travail. Deuxième question. Qu'est-ce qui arrive à ces salariés, à ces poules qui sont prêtes à prendre des œufs d'or, que quelques semaines, quelques mois après, commencent à grossir? Alors voilà, cette situation-là, comme vous comprenez, elle inquiète beaucoup parce que beaucoup de nos patrons d'entreprise connaissent ces situations-là. Il y en a certains qui disent que c'est une fatalité, il y a toujours une minorité seulement qui est engagée et la grande majorité des gens, ils sont comme ça, ils sont derrière, ils viennent chercher leur chèque. Mais j'ai rencontré ceux qui ont décidé de changer cette situation-là et avoir la grande majorité de salariés dans leurs entreprises engagés. L'analogie, effectivement, de ces patrons, c'est on va appliquer ça pour le monde de l'entreprise et on va s'intéresser aux besoins de nos salariés pour qu'ils soient effectivement au sommet de leur potentiel. Je m'appuie sur les travaux beaucoup plus récents d'un centre de recherche aux États-Unis à Rochester sur les 3 besoins universels, que cette fois-ci est une recherche très solide empiriquement prouvée dans une trentaine de pays. En réalité, nous tous, on partage les 3 besoins fondamentaux universels. Et je vais vous tout de suite montrer, ça c'est notre pauvre salarié qui essaie effectivement de dépasser et aller vers les besoins élevés. On va tout de suite parler du premier besoin qui est celui d'égalité entre temps sec, un terme un peu complexe, mais donc le salarié, tout être humain a besoin d'être traité avec la considération, avec le respect, avec la bienveillance, avec la confiance. Il y en a certaines, en tout cas celles que j'ai étudiées, qui ont parti vers cette direction-là. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres choses qu'il faut faire pour que les salariés se sentent comme traités comme intrinsèquement égaux, tous les signes du pouvoir, etc. C'est un gros travail, mais on peut l'accomplir. Et dans ce cas, l'entreprise, effectivement, atteint cette première étape et à partir de là, peut accéder à la construction de l'environnement pour satisfaire le deuxième besoin universel humain, qui est celui du développement personnel. En réalité, chaque être humain a le sentiment qu'il y a encore un potentiel qu'il n'a pas réalisé. Et la question, est-ce que l'entreprise peut devenir effectivement ce terreau fertile dans lequel les gens ils peuvent effectivement acquérir de nouvelles connaissances, s'épanouir. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de choses, à vous imaginer, dans les entreprises pour que les gens puissent acquérir de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances par rapport à ce qui les intéresse et réaliser leur potentiel dans l'entreprise. Mais si l'entreprise le fait, dans ce cas, ils peuvent accéder à la troisième étape, satisfaction donc de ce troisième besoin, qui est celui de l'autodirection. L'autodirection, c'est un besoin des êtres humains de ne pas être contrôlés, parce que les gens détestent d'être contrôlés, ils détestent qu'on leur dise quoi faire. Alors, quand vous faites créer cet environnement-là, je répète, ça prend beaucoup de temps, hein, ça peut prendre de 3 à 10 ans, vous pouvez attendre le sommet, c'est-à-dire avoir l'entreprise dans laquelle la majorité des salariés, effectivement, sont libérés de cette façon-là, et chaque jour, ils prennent des initiatives qui sont bonnes pour l'entreprise. Alors, cette DRH-là, d'ailleurs, elle n'a pas de titre de DRH. Voilà sa carte de visite. Elle et son équipe, effectivement, elle est Chief Happiness Officer. C'est un titre officiel fédéral de gouvernement belge, hein, c'est le ministère de la Sécurité sociale. Et elle croit tellement au bonheur parce que les salariés dont 3 besoins sont satisfaits, non seulement sont enthousiastes et énergiques, mais ils sont heureux aussi, qu'elle cite ces chiffres-là. La différence entre un salarié heureux et un salarié qui est malheureux. Il est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, il est 55% plus créatif,
il est 9 fois plus loyal. Donc c'est possible dans un mystère belge, c'est possible donc partout. Au cœur du Tarn-et-Garonne, l'usine Poult, un symbole de la région depuis 1883. Une fabrique de biscuits pour les marques de la grande distribution, tartelettes, barquettes, biscuits nappés. En tout, 120 tonnes de gâteaux sortent de ces machines chaque jour. Pourtant ici, pas de chef, pas de hiérarchie, les ouvriers sont complètement autonomes. Avant, si on avait besoin de quoi que ce soit, on appelait d'abord le chef pour savoir que là, c'est vous qui prenez l'initiative. Vous ne vous sentez plus un ouvrier qui est là juste, qui pointe, qui repart. Vous sentez quelqu'un dans l'entreprise. Voilà, on n'est plus des matricules ou des numéros, voilà. En 2006, l'entreprise perd de l'argent. Pour se relancer, l'usine choisit d'impliquer ses 500 ouvriers. Ils ont alors accès à des données sur le marché des biscuits et sur l'état de la concurrence. Aujourd'hui, ils sont capables de prendre des décisions stratégiques. Tous les jeudis, les ouvriers discutent des investissements. Là, au moins, tout le monde est au courant et en fait, on sait pourquoi on a pris ce projet plutôt qu'un autre. C'est une responsabilité, mais bon, c'est la vie de notre entreprise, donc c'est bien que ce soit nous qui la prenions. En cherchant, il y a bien un patron à la tête de l'usine. Son nom, Didier Herzig. L'intelligence collective est bien plus forte que l'intelligence individuelle. Ayant compris le sens, le pourquoi, sont plus à même à trouver les bonnes solutions et à travailler plus vite pour répondre aux besoins du client, ce qu'on n'avait pas avant. La seule question, c'est comment on le fait. C'est pas la stratégie est beaucoup moins importante que le comment. Et je reviens à votre entreprise. La vraie question qu'il a, c'est comment est-ce qu'il remet vraiment en cause la façon qu'il a de gérer son entreprise en situation de crise pour que l'ensemble de ses collaborateurs se réapproprient le sujet et fassent le business autrement, dans une dynamique nouvelle, et non pas qu'il porte tout sur ses épaules, comme d'habitude, lui, chef d'entreprise, pour mettre la pression un peu plus sur des gens qui n'en peuvent plus. Et ce qu'on voit dans l'entreprise, c'est que on est tout le temps en train de se dire, on croit tous que avoir des gens qui prennent des initiatives, c'est bien. On croit tous qu'avoir des gens qui ont envie de bosser, c'est bien. On croit tous que la performance collective, c'est bien. On croit tous que le bien-être au travail, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pression, on met des process, on enferme dans du reporting, on est extrêmement hiérarchique, on verrouille le système. Quand vous parlez à la tête des gens autour de vous, tous les dirigeants, vous voyez, vous leur dites ça, ils sont tous d'accord. Mais oui. Mais ils font le contraire. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant? C'est quelqu'un qui a réussi plus vite que les autres, en étant en rivalité avec les autres, et d'une certaine façon, à une façon ou d'une autre, en se battant contre les autres. Et comme il a réussi mieux et plus vite, il se dit, je vais imposer ce modèle à l'ensemble de mes salariés, c'est comme ça que ça va marcher. Il est captif de ça. Le niveau de stress des salariés, alors vous le mesurez d'ailleurs au cœur de votre boîte qui est l'Institut français d'action sur le stress, ouais. Le niveau français des salariés, le niveau de stress des salariés correspond directement au nombre de N+1 auxquels ils doivent reporter. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait eu assez de partage du pouvoir dans l'entreprise pour que le salarié n'ait plus qu'un interlocuteur et que cet interlocuteur il soit vraiment en charge. Oui. Le vrai sujet, c'est un mal-être de fond dans la relation au travail, qui est lié au fait que l'entreprise ne résout pas ses contradictions. Elle dit tout le temps qu'elle veut de la performance collective. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la performance individuelle. Entretien annuel, KPIs de mesure. Oui, mais c'est bien ça, on a besoin d'être mesuré individuellement, Eric Albert. Très bien, dans ce cas-là, ne dites pas que vous voulez de la performance collective. Parce que qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la mise en rivalité des acteurs. Ouais. Donc, il faut sortir. Et bon. Le vrai boulot du dirigeant, c'est de mettre de la cohérence. C'est de sortir des contradictions. Mais la première contradiction, elle est dans sa tête.